bonjour à tous et comme chaque jour, je fais le décompte. Nous sommes le 6 décembre. Il reste combien de jours, Iman? Ça dépend avant quoi ou après quoi. Bon, si c'est pour Noël, bon. Non, comment on dit ça dans la religion? Si c'est pour l'anniversaire, c'est demain l'anniversaire. Ça s'appelle l'Avent, c'est ça? Dans la religion catholique. Alors, le dimanche de l'Avent, c'est le premier dimanche du mois. J'ai perdu mon fil là. J'ai perdu mon fil. Bon, bref, j'ai rien dit. Bon, bien, merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Aujourd'hui, comme vous le savez, le vendredi, c'est l'avant-dernier boucantage, puisque la semaine prochaine, on fait un dernier, et puis après, on se retrouvera l'année prochaine. Alors, bien sûr, nous avons Jacques Dancal qui est déjà là. Bonjour, Jacques. Bonjour, Danny. Merci d'être là. Olivier qui est déjà là aussi. Bonjour. Merci. Michel Renette devait être là, mais à la dernière minute, il n'a pas pu. Il était prévu. C'était la surprise du jour, mais enfin, c'est raté. C'est raté. Victime de séisme ou de terrain. Non, c'est parce qu'il doit s'occuper du festival, du truc de jazz qui se fait aujourd'hui au Fort en Jazz. Fort en Jazz, oui. Qui est complet d'ailleurs, même si vous voulez, il n'y a pas ni place. Ah, ben, ouais. Sauf si vous êtes déjà inscrit. Je pensais que j'aurais eu le temps, mais non. Non, c'est trop tard. Bien. Ensuite, on va recevoir Isma Oguené, enfin, après le boucantage, et Mounette Alidor, la présidente de l'association des femmes actives de la Guadeloupe, puisqu'elle prépare un festival, une grande rencontre qui aura lieu aux États-Unis. Bonjour Iman News et, c'est quoi les Iman? Non, les news. En forme. Donc aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on va parler de la fin du conflit à EDF. Donc ils ont pu signer un protocole d'accord entre la direction et les syndicats qui met fin à ce mouvement social, bien qu'il y a encore quelques données qui restent en suspens. On reviendra sur ce sujet ainsi que sur le renouvellement de l'opération Stade vers l'emploi de France Travail qui permet d'associer le sport aux rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi. On parlera avec la SICOA et Trois-Rivières, la municipalité, de cette rencontre qui a eu lieu avec les habitants pour permettre de discuter des projets de développement local et recueillir les préoccupations de ces habitants. Et on terminera sur les abîmes avec le centre social de Chazot qui a organisé un atelier lessive pour initier les pratiques écologiques. Et si on a le temps, on ira à Paris avec Maurice Cessé. Oui. On aura le temps. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le boucantage médiatique du vendredi. Je l'ai dit, on devait recevoir un journaliste un petit peu qu'on ne voit pas souvent en Guadeloupe, mais malheureusement, il a été pris à la dernière minute et s'est désisté. Bref, mais nos confrères sont là, Jacques est là et Olivier est là. Alors, premièrement, comme d'habitude, on fait un tour sur la presse, sur les couvertures, les unes. Alors, la une, Jacques, 5 septembre, 5 décembre. Explication. En fait, c'est un peu la durée de la mandature. C'est un record. Même pas. La durée du gouvernement de M. Barnier en tant que Premier ministre. Donc, forcément, ce n'est pas vraiment un bilan. Donc, oui. Georges Calixte, c'est lui qui a analysé un peu le processus qui a amené à la censure du gouvernement. Donc, on revient un peu dessus, parce que c'est l'actualité de la période. Forcément, c'est très court, mais on ne pouvait pas y échapper, parce que ça a toujours des conséquences, même si on a une classe politique assez taisante quand même sur cette affaire-là. Pas tous, Mathias, il ne sait pas tu, on va en parler tout à l'heure. Alors, France Antilles, Nathalie n'est pas là, mais m'a dit oui, je t'ai envoyé la couverture. Voilà, la une de France Antilles, mutée en Guadeloupe, malgré sa condamnation, encore une agression sexuelle. Et puis le spécial Île du Sud aujourd'hui, dans les pages qu'on lira. Et puis il y a aussi la une du MAG, Kassika. Kassika, vraiment, Kassika, ils sont partout. Partout. On a l'impression que ce n'est pas Noël qu'on fête, mais ce qu'on fête, Kassika. Vous pouvez changer de bilan, pas crier Noël, Kassika. Ah oui. Kassika. Bien, la une de Nouvelles Étincelles aussi, on a reçu le vétéran communiste et ils reviennent un petit peu sur le décès de Félix Aladin Flémet, ne pas confondre avec Félix Junior. C'était l'un des cofondateurs du Parti communiste qui a quitté le monde des vivants.
mais il est toujours dans les esprits, sinon à la une de Progrès du Nouvelle Semaine. Je n'ai pas reçu Progrès Social, malheureusement, mais je suppose que la semaine prochaine, Rod sera là, donc on en reparlera. Bien, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque nous avons un certain nombre de sujets à discuter aujourd'hui, puisque l'actualité, je pose la question d'abord à Olivier. Qu'est-ce que, Olivier, tu as retenu de l'actualité de la semaine? L'actualité a été très très riche, notamment ce glissement de terrain à Adé, qui mobilise tout le Nord Bastet en ce moment, avec de nouvelles mesures qui ont été prises là il y a quelques heures par la préfecture. Il y a aussi ce changement de cette destitution, on va dire ça comme ça, de Michel Barnier, avec les conséquences pour la Guadeloupe. Alors quelles sont-elles? Peut-être économiques, mais politiques, personne pour le moment ne s'exprime. Personne n'a rien dit. Alors, je reviens du World Trade Center. Vous savez qu'au World Trade Center, il y a 2 jours sur la cohésion sociale, et j'ai vu, il y a une foule incroyable, très importante, et cette foule, ce sont des gens demandeurs d'emploi, ou des gens qui sont dans la précarité. Alors, je ne sais pas si vous le savez, il y a 37 800 personnes inscrites au RSA. Et alors on m'a dit qu'il y en avait 40 000, donc il y a 3 000 de moins cette année, mais ça prouve qu'au niveau de l'emploi, c'est compliqué. Oui, ça prouve aussi qu'effectivement, malgré toutes les politiques qui sont mises en place, la situation ne s'arrange pas vraiment. On a une situation sociale extrêmement grave avec beaucoup de personnes, soit au chômage, soit au sous-emploi. Alors, il faut quand même rappeler aussi quelques chiffres. On a à peu près 37 000 personnes qui sont dans les emplois dits publics, ou en tout cas à mission de service public. Et donc, le reste, donc ça fait à peu près un tiers de la population active au travail, mais qui récupère à peu près 80% de la masse salariale versée, entre 78 et 80%. C'est énorme. Donc, même les personnes qui travaillent, qui sont dans le secteur privé, ne se partagent que 20% avec des disparités énormes. Ça veut dire que même ceux qui travaillent sont souvent en difficulté et aspirent à changer ou à avoir une deuxième activité. Alors, imaginons la situation dans laquelle se trouvent actuellement les personnes qui recherchent du travail. On est dans une situation assez grave qui est dénoncée, y compris par le patronat d'ailleurs, parce qu'on a souvent vu le MEDEF intervenir sur cette question-là. On a vraiment un problème à la fois de chômage, de sous-emploi ou d'emploi précaire. Parce que si on compte toutes les personnes qui ne sont pas, qui sont dans les emplois des stages, qui sont RSA, etc., on a une situation de chômage qui est beaucoup plus grave que celle qu'on nous présente actuellement. Que les chiffres, c'est vrai. Ouais. Et donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde dès qu'il y a une occasion de parler de solidarité. Parce qu'il y a un genre d'étude qui se fait en ce moment. Ah oui, Olivier. L'emploi social et solidaire, on représente dans le panel 10% de la population active de Guadeloupe. C'est quand même important. C'est très important, tout à fait. Très important. C'est même devenu une niche vers laquelle beaucoup de personnes s'orientent. Donc ça veut dire que le problème de l'emploi est loin d'être résolu, en fait. Oui, c'est structurel en Guadeloupe, au-delà du problème mondial, global, économique. La Guadeloupe a un problème d'emploi structurel. Ça pose la question de la formation. Il y a beaucoup de jeunes qui ressortent du système scolaire sans avoir un diplôme. Donc, ces personnes-là sont pour la grande majorité en décrochage et dans la grande majorité classifiées par les entreprises non employables. Donc on aura forcément des problèmes puisque 57% des Bac plus 5 partent de la Guadeloupe et ne reviennent pas. Et le chômage touche aussi beaucoup les jeunes. Hein. Alors il faut aussi, pour compléter ce que disait, ce que disait Olivier, on a aussi un déficit de métier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont formés, quand on voit les personnes qui attendent dans les job dating, on voit beaucoup de personnes qui n'ont, non seulement ils sont sortis trop tôt du système scolaire, mais qui n'ont souvent pas de métier, ils cherchent un emploi. Il y a une confusion qui se fait entre l'emploi occupé et le métier lui-même. Et on voit que dans beaucoup de secteurs, on le voit dans le bâtiment, on l'a vu pour l'hôpital, on l'a vu ailleurs, où vous avez des gens qui n'ont pas un métier. C'est-à-dire que, je prends un exemple, un soudeur spécialisé, c'est un métier, mais il est évident que vendeur ou bien spécialiste du commerce international, c'est pas un métier. C'est-à-dire que vous n'avez pas de savoir-faire réel. S'il n'y a pas un secteur économique qui marche fort, souvent ces emplois n'existent plus. Donc on a aussi ce problème-là, on n'a pas formé des personnes. Ça pose effectivement le problème des centres de formation. À quoi on forme réellement les personnes? On a tendance à faire des emplois de service pour des emplois qui n'existent, des formations de service pour des emplois qui n'existent pas. C'est-à-dire que le problème aussi, il faut le dire, c'est le problème du secteur agricole, où on peut dire que les agriculteurs vieillissent,
et la relève n'est pas encore assurée. Il n'y a pas de remplacement. Et même lorsque les jeunes sont formés et veulent s'installer, il y a encore un problème. Ils rencontrent un problème d'installation. Il faut des terres. Il faut des fois que le chef d'entreprise accepte que le jeune lui succède. Mais dans l'insertion même, ça pose problème parce que les jeunes n'arrivent pas à trouver de foncier et d'installation. Tout à fait. Alors on va parler un petit peu politique, puisque le week-end dernier, il y a eu le congrès du GIUSR. Bon, c'est pas un congrès surprenant, sauf que à la fin du congrès, enfin quelques temps après, on apprend que le GIUSR va créer un groupe à l'intérieur de la région. Alors moi, ça m'a un petit peu, pas surpris, mais enfin, je me dis, est-ce que c'est encore un épisode de la guerre ou de la guérilla entre Losbar et Chalus? En tout cas, ça ressemble à un refroidissement, même si on n'a pas entendu beaucoup de gens tousser, mais pas de réaction officielle non plus d'Henri Chalus lui-même. Donc il y a un refroidissement. Il y a un peu d'électoralisme certainement. En tout cas, on se demande bien pourquoi le président du GSR avait besoin d'annoncer ça maintenant, puisqu'ils sont dans le même groupe. Il est le seul à avoir réellement un parti dans la fameuse majorité de travail, puisque Henri Chalus n'en a pas. Donc on se dit, mais s'il crée un groupe avec les siens, donc avec les proches d'Henri Chalus forcément... Donc il exclut Henri Chalus. Parce qu'Henri Chalus n'est pas au congrès. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc il n'est pas au GUSR officiellement, donc résultat, il serait tout seul en fait à présider. Il n'a ni majorité ni minorité. Donc il n'aurait personne, à moins qu'il récupère les personnes du Parti Socialiste. Mais il se dit aussi que cette affaire-là aurait pour origine un différend à propos de postes de travail. De postes de travail d'Olivier Nicolas. Oui, ça se dit. C'est pas prouvé, mais en tout cas, il semblerait que le refroidissement pourrait être dû à ça. Donc ça veut dire que finalement, c'est une affaire assez légère et que ça peut se régler. Ça pourrait se régler, parce que pour l'instant, Olivier Nicolas et Audrey Cornelis ont été exclus pour des raisons budgétaires, dit-on. Oui, dit-on. Ce que lors de l'examen du budget, Henri Chalus a annoncé qu'il fallait réduire la voilure, et donc ce sont les deux postes qui ont été supprimés. Et on a donné l'exemple d'une SEM qui a été créée, qui dépense beaucoup d'argent pour peu de salariés. Alors c'est ça qu'on ne comprend pas très bien au niveau de la région de la gestion des fonds. Oui, de toute façon, actuellement il y a un nettoyage qui est annoncé, en tout cas dans à peu près tous les organismes à mission de service public, ce n'est pas seulement le SMGAG. Il se pose la question du coût de fonctionnement de la plupart de ces organismes-là. Mais bon, il est à supposer que ce soit réellement le problème. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes de réorganisation, mais je ne crois pas qu'on puisse vraiment revenir sur ça. Hein. Nous, on imagine que c'est cosmétique, ou en tout cas, ce sont des annonces qui peuvent faire plaisir à la Chambre régionale des comptes ou au service de l'État, mais sans plus. Mais alors, quand même, je reviens un petit peu sur ce congrès, parce qu'on a vu quand même au premier rang de ce congrès Olivier Servat, qu'on croyait qu'il avait un peu pris de distance par rapport au GIUSR. Alors, il est adhérent au GIUSR. Il est toujours adhérent. Il est toujours adhérent officiellement. Oui. Officiellement. Parce qu'il est aussi adhérent à Utile, il est à Lyotte, il est à c'est pas incompatible, visiblement. Fourmi Rouge. Non, il a plusieurs casquettes, Olivier. Alors, la question quand même qui se pose, c'est l'avenir politique d'Olivier Servat, parce que, je ne sais pas si vous le savez, il a des prétentions à la région. On lui prête beaucoup de prétentions. Hein, mais il me l'a dit personnellement. Quand on a pas parole, les paroles dites. Oui, mais bon, à la limite, c'est tout homme politique a de l'ambition. Ce serait anormal qu'il n'en ait pas. C'est très bien pour lui. Hein. Mais en attendant, il est le seul à s'afficher de toute façon assez clairement, puisque on a du côté du GSR une volonté d'aller vers une assemblée unique, mais sans dire qu'on va aller directement au conseil régional. Il n'y a qu'Henri Chalus qui avait annoncé qu'il pourrait, si le peuple lui demandait, retourner pour un troisième mandat. Donc à la limite, pour Olivier Servat, ça paraît cohérent. Oui, absolument. Mais en fait, je pense qu'on assiste à une reconfiguration de ce schéma politique, vu les élections qui approchent, les élections municipales et... municipales, c'est 2026, c'est bien 2026 et les régionales
27 ou 28 finalement, c'est 27 ou 28. A priori 27, la même année que la présidence. Ouais. Et les législatives, on ne sait pas. En principe, après la... en juillet prochain peut-être. Oui, c'est possible. Oui, mais alors, non, mais pour revenir à ça, en fait, quand l'OSBA referme un petit peu son groupe à l'intérieur de la région, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau régional, il commence à se positionner, ou bien c'est pour Olivier Servat qu'il pourrait faire ça? Alors ça c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'on ne sait pas vraiment, en tout cas, puisqu'il a quand même gardé sa ligne, aller vers une assemblée unique. Maintenant, les régionales, il faut les gagner, parce que ce sont... Parce qu'entre-temps, il n'y a pas eu... On avait annoncé dès la première émission qu'il n'y aurait pas de congrès. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont vers le conseil régional. Il est évident qu'il faut contrôler le conseil régional pour espérer regrouper un jour. En tout cas, l'autre partie du pouvoir se trouve là. Donc, il est évident qu'il faut faire quelque chose. Et puis, le GUSR se positionne de plus en plus comme une machine à gagner des élections. Avant tout, je pense que c'est nécessaire aussi pour eux, certainement, comme vous disiez tout à l'heure, de verrouiller pour des raisons électorales. Alors, s'il faut positionner quelqu'un d'autre, mais j'ai quelques doutes quand même pour qu'ils soutiennent Olivier Servat, parce qu'il est certainement moins contrôlable que quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas si... Mais oui, mais qui ira au régional alors? Je ne sais pas, mais à regarder les stratégies personnelles, on voit beaucoup en ce moment le président du conseil départemental, Guy Losbar, il se met en avant médiatiquement, ce qu'il ne faisait pas avant. Oui. C'est une stratégie d'occupation du terrain médiatique qu'il a mis en place. Donc, peut-être qu'il a aussi des velléités. Je ne sais pas si ce sera pour la région, mais en tout cas, parmi les candidats futurs, est-ce que vous savez qu'il y a peut-être Christian Baptiste, vous le savez? C'est dans l'air, comme on dit. Au nom du PPDG ou au nom du PPDG? Pour le PPDG? C'est-à-dire, alors il y a un fonds qui a été créé avec le PPDG, avec le CIPA, enfin toute une série d'organisations. Donc, je pense que... Parce qu'il faut regarder les choses. Si on regarde un peu la situation politique, aujourd'hui, à Sainte-Anne, par exemple, Christian Baptiste n'a plus de chance d'être maire. Bon, ça c'est une première chose. Hypothèse d'une élection en juillet ou en août, dissolution, une nouvelle dissolution. De toute manière, la dissolution, elle est pratiquement inscrite déjà dans le calendrier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas la faire, Macron ne peut pas la faire en ce moment parce que la loi ne le permet pas. Il y a la durée, oui. Oui, mais d'ici le mois de juillet-août, probablement il y aura une dissolution. Ça signifie que les députés guadeloupéens qui sont là aujourd'hui doivent déjà penser... Ils sont en campagne. oui, se projeter un peu, savoir quand Rail fait. Bon, l'histoire de Christian Baptiste et de son frère maire, Christian Baptiste, je ne pense pas puisse revenir à la mairie, c'est pratiquement exclu. Et donc, son poste de député, bon, il a gagné dernièrement, bon, largement, enfin suffisamment. Mais la question qui peut se poser, s'il se représente, est-ce qu'entre la région et le Conseil et l'Assemblée nationale, est-ce qu'il va choisir? Et donc, il faut... parce que Servat Aponon, enfin, me l'a dit, et je le répète, qui veut être aux élections régionales. La question se pose pour Chalus. On ne sait toujours pas si Chalus ira ou pas. Et puis la question se pose aussi de la fameuse entente. Vous avez cité le CIPA, mais c'était l'ANG dans la fameuse entente. Ça fait aussi un paramètre qui s'ajoute dans le lot des personnes qui pourraient aller contre les candidats officiels ou avec l'un d'entre eux. Parce que, il y a quelques rapprochements qui sont en train de se faire. Alors, j'imagine pas que Lurel puisse y aller, non? C'est pas une hypothèse crédible, ça? Non, je ne pense pas qu'il ait envie d'être candidat, tête de liste en tout cas. Tête de liste? Ça m'étonne. Mais il sera à la manœuvre. Il sera à la manœuvre. Oui, certainement. Donc ça veut dire que le PS aura quelqu'un, parce que madame... non, il faut savoir que qui peut être tête de liste pour la région ou PS? Martol. Olivier Nicolas, Martol. Olivier Nicolas, mais à ce point-là? Martol, plus vraisemblablement, puisque c'est peut-être le plus en vue en ce moment pour une élection comme celle-là. Mais il peut y avoir de grosses ententes. Je pense que quelque part, il faut attendre pour voir comment les gens se mettent d'accord. Je me pose la question, est-ce que l'OSBA est intéressé par la région? Parce que la question de l'Assemblée unique, elle n'est pas encore résolue, elle est loin d'être résolue. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir une nouvelle élection régionale avant l'Assemblée unique.
Ah oui, très certainement. Ah oui. Oui, de toute façon, il la faudra. Et il est tout à fait possible que le GUSR présente actuellement son président comme candidat. Parce que c'est quand même une assemblée à contrôler, c'est une proportionnelle, c'est très différent au département où les choses peuvent se négocier. Au conseil régional, c'est plus compliqué. Hein. C'est la personne qui conduit la liste et qui est chef de file à la région, tôt ou tard, il vaut mieux avoir de bons rapports avec ou au moins contrôler l'endroit. Autant y aller soi-même. Mais oui, donc ça veut dire que, comme disait Olivier tout à l'heure, l'échiquier politique risque de bouger un petit peu d'ici... Ça bouge, ça, tout le temps. Il y a ce front des partis autonomistes qui ont un projet et, qui se sont déjà présentés, dans lequel, groupe dans lequel il y a l'ANG. Vous avez les socialistes qui veulent prendre la revanche, le GUSR qui voudrait contrôler à la fois la région, le département, pour les projets stratégiques politiques. Sans doute Aréchalus aussi qui voudrait y aller, et d'autres partis à côté. Quoique ça a vu ça quand même une hypodémocratie sur la tête, hein, quand même. Oui. Son procès, c'est en janvier, c'est ça? Pour l'instant, on n'a pas vraiment... Il avait fait appel. Oui. Les dates... La décision finale devrait tomber en début d'année. Oui. Ouais. Donc, point de suspension. Voilà, première partie, il est 12h53. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure. On va parler de Max Mathiasin, puisqu'on va parler de Barnier et de Macron. Macron qui s'est exprimé hier à la télévision française suite à la dissolution, enfin pas à la dissolution, à la motion de censure à laquelle il ne semblait pas y croire. Tout de suite, on se retrouve. Voilà, nous sommes en plein dans l'actualité avec nos confrères de Guadeloupe Première, Olivier Lancien et aussi Jacques Dancal. Mais Imane News est là aussi et elle va nous lancer le premier sujet d'actualité. Après, on revient au boucantage. Oui, on va parler du renouvellement de l'opération du stade vers l'emploi. C'est une façon innovante d'associer les valeurs du sport et de faciliter des rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi en favorisant des échanges authentiques. On va voir un reportage de Grégory Laps qui nous parle de ce sujet. Donc l'objectif de cette manifestation, c'est de mettre en contact des candidats et des entreprises dans un contexte différent des entretiens classiques, dans un contexte avec des activités sportives qui vont valoriser les qualités professionnelles, les aptitudes, les comportements que recherchent les employeurs. Par exemple, on va chercher quelqu'un de communicant, qui a du leadership, qui a de l'empathie, qui a de l'écoute. Mais en fait, à travers les ateliers que la Ligue a mis en place, on va pouvoir détecter ces qualités qu'on n'aurait pas pu détecter à travers un CV. La Ligue guadeloupéenne de football a été sélectionnée à la fois déjà parmi les 7 ligues de France. Et puis, c'est la seule ligue d'outre-mer qui est en charge de mettre en place cette action de stade vers l'emploi. Donc, très important pour nous de pouvoir réussir cette opération. L'objectif vraiment de cette journée, ça va être de se rencontrer sans au départ savoir qui est qui. Et l'objectif, ça va être après de pouvoir nous découvrir, d'être, authentique plutôt. Et de se découvrir qui est qui, pour pouvoir ensuite faire des entretiens et trouver éventuellement la personne qu'il nous faut pour notre complexe hôtelier. Ça permet de se rendre compte de nos capacités sportives et aussi on sait qu'en tant qu'employeur, on recherche des gens dynamiques, des gens sportifs, des gens qui ont la motivation et c'est important pour nous à travers le sport de se rencontrer. Au niveau de toute la logistique, donc c'est la Ligue qui a mis à disposition les techniciens et leur mission c'était justement de pouvoir imaginer un dispositif ludique et qui permettrait à la fois aux employeurs, mais surtout aux demandeurs d'emploi de pouvoir s'épanouir à travers cette activité. Et nous avons choisi le foot en marchant. Ça met en place des réflexes, ce qui permet déjà à l'employeur, mais également aux différents demandeurs d'emploi d'être imaginatifs. On n'a pas l'occasion de pouvoir monter ses capacités autres. Et là, c'est vrai que ça permet de montrer une autre façon, donc peut-être notre enthousiasme, notre motivation, la personne qui ne sait pas mais qui effectivement essaie quand même. Donc effectivement, ça peut, c'est une belle façon de rapprocher des employeurs et des demandeurs d'emploi en fait. Et surtout qu'en plus c'est un anonymat, donc personne ne sait qui est qui. L'ambiance est très collective et tout le monde s'appelle par les prénoms puisque justement nos prénoms sont affichés, donc ça a déjà une meilleure impact. Cet après-midi, nous aurons évidemment un format job dating plus classique, mais tout le monde aura été mis à l'aise,
tout le monde se sera vraiment rencontré de manière authentique, humaine, et du coup, le rapport sera beaucoup plus facile. Voilà, un moyen de retrouver l'emploi. Et justement, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe au World Trade Center. Et bien là, voilà encore une autre initiative. Et pourtant, on n'a pas beaucoup bougé. Alors, on parlait tout à l'heure politique et on va maintenant aborder la question de la censure qui s'est faite. Est-ce que ça vous a étonné, Jacques ? On a été tellement préparé à ça, on a tellement dit que de toute façon ça n'allait pas marcher. On savait dès le départ qu'on avait un Premier ministre qui n'avait pas de majorité réelle, qui ne pouvait pas s'appuyer sur une majorité réelle à l'Assemblée nationale, donc on s'attendait à ça. Alors, mais le contraire aussi a pu être vrai, hein, ça aurait toujours pu tenir, parce que nous, on en discutait tout à l'heure avec Olivier, ce qu'on retient surtout, c'est qu'au fond, les Français n'ont pas l'air de tellement s'intéresser à cette affaire-là. Hein. On est dans une situation qui est devenue tellement étrange, où depuis 6 mois, en réalité, il n'y a que le président de la République et le pays fonctionne comme d'habitude. Donc, au fond, on s'y attendait un peu, et puis on se dit, bon, est-ce que ça change quelque chose? On n'a pas vu de grosses réactions dans la rue, on n'a pas vu de grosses réactions non plus, on nous avait promis un effondrement, pour l'instant, il n'y a pas de comportement surprenant aussi au niveau de la bourse ou ailleurs. Ça prouve que vraiment qu'on est dans une ambiance de continuité où au fond c'est devenu cosmétique ces changements-là et tout le monde attend un changement véritable. Oui. C'est en fait, pour plagier le mot de Sarkozy, le Premier ministre est un collaborateur du président. Oui. Donc Michel Barnier a essayé tant bien que mal. Finalement, il n'a pas adopté de grandes lois, le budget n'a pas été adopté. Bon, pour les Français, il ne laissera pas de traces à part s'il laissera la trace, c'est le deuxième Premier ministre à être censuré. Il bat le record quand même. Hein. Oui, 3 mois. Et ouais. C'est le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Incroyable. Donc il restera dans l'histoire, mais en termes de loi, il n'a rien adopté. Ouais. Mais alors, hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez dû le voir, Macron est intervenu. Bon, visiblement, il était en Arabie Saoudite quand les choses commençaient à se mettre en place et il n'y croyait pas. Et là, maintenant, il a un Premier ministre à choisir. Bon, il a reçu déjà les gens de son groupe et le PS. Alors justement, on a une petite vidéo du PS, on va écouter un petit extrait, ce qui s'est passé à la sortie de cette rencontre avec Macron. Contrairement à ce que je crois fait fuiter l'Élysée, le président n'a posé aucun préalable sur aucun sujet, considérant que ça ne relevait pas de sa compétence, mais que ça devait être l'objet d'une discussion et d'un éventuel Premier ministre. Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement et faire en sorte que le cap puisse être modifié, que ça devait être un Premier ministre de gauche et que nous ne participerions dans aucun cas à un gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre de droite. Alors, premièrement, Macron, il joue toujours sur la division à l'intérieur de la NUPES. Hein. Bon, alors, à votre avis, je vous pose la question, moi je me la pose, est-ce que le PS va céder? D'après ce qu'on a écouté, Olivier Faure devait dire. Alors, je ne sais pas, mais ils sont en bonne voie. Ils sont allés rencontrer sans les écologistes et sans LFI le président de la République. Il n'y a plus vraiment les tabous, puisque la loi sur les retraites, ce n'est plus une suppression ni une annulation. Maintenant, c'est un gel pour les socialistes. Donc il y a beaucoup de concessions du côté des socialistes. Ça prouve bien qu'ils sont, alors peut-être pas Macron compatibles, mais Matignon compatibles. Oui. C'est ton avis? Il y a l'appétence aussi pour le pouvoir, tout simplement, hein, parce que la personne qui prendrait le poste de Premier ministre actuellement se dirait que ce serait un excellent moyen aussi de préparer un avenir présidentiel ou autre chose. Donc, quelque part, est-ce qu'on n'est pas tenté d'accepter, de lâcher un peu les copains qui vont être un peu compliqués en se disant on va toujours trouver une solution avec eux? Je pense que la tentation est grande, même si c'est compliqué. Il y a aussi les ambitions des hommes politiques. Hein. Il faut pas se le cacher. Être Premier ministre, quand même, c'est important dans le microcosme politique national. C'est quand même tentant. Vous êtes appelé par le président de la République. Bon, on vous dit, bon, il n'est pas question du LFI, mais bon, d'accord, on peut faire des concessions sur autre chose. Beaucoup de choses
sont possibles. Hein. Je crois qu'on oublie mais aussi... Macron a intérêt à mettre un Premier ministre de gauche après l'échec de Barnier. Au fond, c'est pour très peu de temps. Hein. Au fond, c'est pour très peu de temps. Et est-ce que c'est pas le meilleur moyen de diviser aussi la gauche de toute façon? À la limite, s'il vient sans le LFI, ça va être compliqué au sein de l'Assemblée. Hein. Oui. Ah oui, parce que est-ce qu'ils voteront à droite, à gauche, etc. Parce que en fait, Macron dit que les extrêmes se sont rapprochés pour la motion de censure, mais il y a aussi la candidature de Bayrou qui est dans l'air. Rotario, Darmanin... Celle de Bayrou ressemble à celle de Barnier. Elle a c'est-à-dire trouver le plus petit commun dénominateur, la personne qui plairait à tout le monde, même si il est peut-être un peu... Bon, il prend de l'âge, hein, mais bon, ce serait peut-être le Biden français. Mais bon, je ne sais pas ce que ça va... Si cette fois-ci ça va passer, parce que ce serait la même chose que Barnier, c'est-à-dire c'est ne pas mettre quelqu'un du NFP et proposer un candidat un peu à droite, quand bien même il aurait des amitiés, je ne sais pas si cette fois-ci ça va passer. Oui. Donc, parce que le candidat du PS, Premier ministre, alors bon, ça peut être un membre du PS, dans ce cas-là, la NUPES explose ou implose. Ben, c'est peut-être l'objectif recherché par le président de la République, certainement. Et les socialistes sont aussi naïfs de croire qu'ils vont prendre le pouvoir pendant quelques mois et faire sauter leur groupe après. Mais après, parce que... ce sont les élections qui se préparent. Oui, vous avez les municipales qui arrivent, la présidentielle qui suit après. C'est le bon moment de se séparer de Jean-Luc Mélenchon et de réimplanter le Parti socialiste territorialement. De renouveler le Parti socialiste. Voilà, il faut qu'il revienne. Ouais. Et puis quand vous êtes au pouvoir, vous avez beaucoup de possibilités pour désactiver des gens, les rendre impopulaires. Vous pouvez faire beaucoup de choses parce que vous êtes à la manœuvre. Vous êtes à la manœuvre des sondages, des renseignements, de tout. Vous êtes au pouvoir. Vous pouvez faire beaucoup de choses. À la nuit, les gens peuvent toujours s'agiter à l'Assemblée nationale, mais vous avez le temps de préparer vos élections. Ce que dit Olivier est très juste. Et c'est peut-être le meilleur moyen de revenir. Est-ce que le Parti socialiste n'a pas l'ambition de redevenir ce qu'il était sans ces personnes-là? Parce qu'ils ont dit non, mais visiblement, ça va se jouer dans les heures qui viennent. Macron devrait, au début de la semaine, au maximum, annoncer le nouveau Premier ministre. Et remettre un macroniste, ce ne serait pas une bonne chose. Il ne peut pas remettre Attal, il ne peut pas remettre Wauquiez ne veut pas non plus, pratiquement, qu'on fait le tour. Bon, le PS, bon client. Enfin bon, c'est à suivre. On en parlera la semaine prochaine, probablement. Alors, il peut aussi attendre 2 mois avant de se décider. Non, il peut pas, parce que la question de budget, là, il ne peut pas. Il ne peut plus attendre, là, faire comme l'autre fois, d'être 43 jours, je crois, pratiquement. Alors, 2 petits mots quand même sur notre député national, Max Mathiasin, et sa déclaration. Est-ce que sa déclaration a été surprenante? Non, moi je pense que c'est quelqu'un qui... À certains moments, il a une parole, il peut avoir une parole juste et franche, et puis il est le seul à s'être exprimé de manière claire. Bon, on a eu des réactions de M. Califère, on en a eu du Parti socialiste, mais fondamentalement, on regarde bien, la classe politique est restée assez taisante en Guadeloupe sur le changement, certainement par prudence. Il a au moins l'avantage d'avoir un positionnement plus proactif que les autres. Alors, est-ce que ça a un impact? C'est difficile de le dire maintenant. Parce qu'au fond, localement, il n'y en a pas, puisque personne ne bouge. Au niveau national, je sais pas. C'est quelqu'un qui a souvent eu des tribunes intéressantes, notamment quand il y avait eu la déclaration après les événements en Libye, mais qu'on n'a pas vu après. Alors, le problème, c'est qu'il faut une continuité. Alors, il dit que ça servait à rien de participer à cette motion de censure. Il était contre. Enfin, j'ai eu un entretien avec un de ses proches hier qui me disait non, finalement, il assume ce choix-là. Oui, non, mais c'est un positionnement qui n'est peut-être pas faux, parce que dans la pratique, on en parlait tout à l'heure, on ne sait pas si la population s'intéresse vraiment à cette affaire-là, parce qu'il y a des jeux politiques qui se font en ce moment, c'est l'impression que l'on a en France, mais finalement le pays fonctionne. Fonctionne. Si le président de la République est en Arabie Saoudite en train de vendre des rafales ou faire autre chose, c'est que tout marche bien. Donc en fait, tout marche bien, tout marche. Et que, bon, au fond, on se dit, ceux-là, on va les laisser négocier, ça.
faire ce qu'ils ont à faire. Bon, on attend. Et puis il y a quand même une dimension, il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'il y a une alliance objective entre le Front National, enfin le Rassemblement National et la LFI pour la motion de censure, mais dans le canton de Max Mathiasin, il y a quelqu'un du RN. Oui, donc ça aurait voulu dire qu'il se rapprocherait objectivement aussi de Toulassi. Je ne sais pas si c'est dans son intérêt, mais enfin, peut-être si... Donc il a dû penser à ça aussi. Il a dû penser à ça. Il y a des perspectives d'élection et de confrontation. Donc il ne pouvait sans doute pas être sur le même positionnement que Rudi Toulassi. Oui, c'est ça. Et je pense... oui, en cas de dissolution, la situation redevient compliquée pour lui. Ça serait un peu compliqué pour lui. Oui. Bon, il a gagné largement aux dernières élections législatives, mais on ne sait pas ce que ça donnerait. Bon, de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, au mois de juillet, août, enfin, disons à la rentrée prochaine, la question des législatives va encore se poser. Oui. Parce qu'en écoutant Emmanuel Macron hier, il disait que si, en creux, il y avait une sorte d'alliance socialo-centro-macroniste, oui, il pourrait tenir jusqu'à 30 mois, jusqu'en 2027. C'est son but, hein, en fait, hein, au fond, Macron. Il souhaite rester là. Il a dit de toute manière, c'était de la politique fiction de penser qu'il allait quitter son poste de président. Il a été élu pour 5 ans, il fera son mandat. Et il sera peut-être entendu, parce qu'effectivement, en cas de dissolution, je crois que même le LFP peut craindre une poussée beaucoup plus forte du Rassemblement National, ça, clair, et ne plus avoir... parce que c'est ça, pour l'instant, ils sont devant, mais les autres pourraient être tout à fait devant dans le cadre d'une dissolution et d'un changement. Le Rassemblement National bénéficie pour l'instant d'une espèce de légitimité, voire d'une cote de popularité, à force de les mettre en avant. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, à la limite, est-ce qu'une dissolution serait profitable pour les socialistes ou pour le Front de gauche en général? Donc, au fond, peut-être que... Tu veux dire que le RN a la cote en ce moment? Oui, mais parce que actuellement, dans le jeu politique, sur le terrain, en tout cas sur le terrain, le RN est certainement moins bien implanté que les autres partis, historiquement. Oui. Mais ils peuvent gagner en popularité, justement parce qu'ils ne sont pas encore aux affaires. Donc ils peuvent encore gagner. Des élus sur le terrain. Et ce serait très gênant. La différence n'est pas très grande entre eux et les autres. Bon, à la nuit, trouver une quarantaine de nouveaux parlementaires, ça peut se faire. Et ce serait très gênant. À ce moment-là, c'est avec eux qu'il faut négocier, pas avec le LFP. Oui. Et dans le même temps, Emmanuel Macron fait d'une pierre deux coups en attendant plus ou moins 30 mois. Il y a des chances qu'il court-circuite Marine Le Pen en tant que candidate à la présidentielle. Elle a aussi son épée de Damoclès sous sa tête en mars prochain, avec une inéligibilité. Donc, oui, c'est inéligible. C'est-à-dire que si Macron, stratégiquement, met quelqu'un de gauche aujourd'hui comme Premier ministre, ça veut dire que Marine Le Pen, là, soit elle va essayer de dissoudre, mais de l'autre côté, est-ce que la NUPES va suivre cette fois-ci? Ça va être compliqué pour eux. Mathématiquement, sans les socialistes, le Rassemblement National et LFI, ça n'a pas suffisamment... Ils ne font pas les 289 voix suffisantes pour pouvoir... ça va se compliquer. Bon, dernier point, avant de se quitter, puisque nous sommes à quelques jours de Noël, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a plein de choses qui se font. Alors, on a bien sûr le jour à tradition habituel, mais pas que ça. Noël Cacado, il y a plein de manifestations. Ça ne vous a pas surpris? Alors qu'on est dans une période de la vie chère, etc., etc. Et en même temps, on voit que... est-ce que les Guadeloupéens ont besoin de s'amuser davantage, c'est ça? Mais c'est la période. Oui, il y a la période, mais c'est vrai que dans les périodes de crise, très souvent, on voit que les gens cherchent en tout cas à s'évader, à sortir du quotidien un peu plus, parce qu'il y a il y a un peu de peur du lendemain, il y a un peu d'insécurité. Le carnaval marche très bien aussi dans ces périodes-là. Je crois que quelque part, les gens ont besoin de sortir d'un quotidien qui est un peu triste. Hein. On ne leur promet pas de bonnes choses. Ce qui se passe en Martinique ne rassure pas non plus, je pense, les Guadeloupéens. Quand je dis ils ne les rassurent pas, ils se disent, mais tôt ou tard, il va falloir peut-être que nous aussi, on ait des choses à dire. Je crois qu'il y a une ambiance générale qui fait que, bon, pour l'instant, on vit, on profite. Alors,
il faut aussi tempérer cette frénésie-là par le fait que les collectivités aussi font beaucoup de manifestations elles-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par les communes, les deux assemblées. Il y a carrément une concurrence d'ailleurs. Faites ce week-end. Oui. Il y a une concurrence entre... Tradition aussi la semaine prochaine. Ce soir au Faux, il y a Faux Jazz. Avant hier, il y avait Zidou à Madame, comment ça s'appelle c'est pas Cachemire-Tol. Oui, Jacques Tol et son... Oui, c'était lundi. Il y a plein de manifestations qui se... Portées par les collectivités, c'est très important. Portées par les collectivités, mais alors moi, je me pose la question, Noël Kakato, c'est vieux habitants, est-ce que, d'une manière générale, on n'a pas beaucoup de manifestations culturelles en Guadeloupe, en dehors même de la période de Noël? Est-ce que ça ne vous surprend pas un peu qu'il y ait autant de manifestations? Il faut des soupapes pour que le public, les Guadeloupéens, évacuent tout le stress. Parce que imaginez que c'est déjà morose et qu'il n'y a aucune perspective et qu'il n'y a pas de quoi se décompresser, ça peut donner un cocktail détonnant. Je le disais tout à l'heure, Kassika, alors ils vont faire un Noël en France. Mais j'ai vu le programme de Kassika, mais ils ont un Noël tous les jours, pratiquement. C'est devenu une activité. Alors, il faut dire aussi que ça fait un moment qu'on dit que la culture est à la fois, il y a du divertissement, mais c'est aussi une activité économique. Beaucoup de choses aussi se font avec des objectifs économiques. Ça, c'est clair. On fait circuler de l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'autres événements en ce moment. Il n'y a pas d'eau du Rhum, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Ça fait circuler. On verra comment ça va se passer le carnaval, qui est très long cette année. Oui, en plus, oui. Donc, je crois que quelque part, il y a aussi une envie de faire. Il y a beaucoup de gens qui recherchent de l'activité. On parlait du chômage tout à l'heure, mais toutes ces activités-là ont des conséquences économiques. Ça permet à des gens de gagner un peu d'argent, de vendre, de faire des choses. C'est aussi le signe c'est une forme de dynamisme aussi. Mais il ne faut pas exclure le fait aussi, l'activisme des communes, enfin en tout cas, des organismes publics qui font beaucoup d'efforts aussi pour occuper tout le monde, parce qu'on est déjà dans une année électorale, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. On ne lésine pas sur les moyens, malgré les difficultés annoncées par les collectivités. On ne lésine pas sur les investissements. Je n'arrive pas à comprendre, c'est quand finalement, il y a beaucoup d'investissements entre guillemets dans l'amusement. Ah ben oui, mais parce que c'est le moyen le moins dangereux pour faire du populisme aussi, et rassembler pour de bonnes et de mauvaises raisons, certainement. Alors non, mais je dis ça pourquoi? Parce que je compare un petit peu avec la Martinique, où il y a moins de manifestations culturelles. En ce moment, c'est difficile, en Martinique. Oui, en ce moment, il y a des manifestations, mais pas culturelles. Oui, voilà, c'est ça. Parce que le R, ça y est, il est emprisonné jusqu'à quoi? Au 21 janvier. Jusqu'au 21 janvier. En tout cas, jusqu'au 21 pour l'examen de son affaire, sa deuxième affaire. D'entrer à la résidence départementale, enfin préfectorale. Et donc, hier soir, il y a eu des manifestations en Martinique encore. Oui, c'est une situation compliquée en Martinique, qui risque de... Mais non, mais je dirais d'une manière générale, on a beaucoup plus de manifestations culturelles en Guadeloupe qu'en Martinique. Alors, ça s'explique aussi par la configuration. On est un archipel, donc il y a plus de dispersion. En Martinique, c'est quand même assez concentré. On a un tiers de la population qui vit dans la Fort-de-France, c'est cher. Donc c'est plus facile de concentrer. Les manifestations sont souvent plus rentables. D'ailleurs, il y a beaucoup de manifestations privées habituellement en Martinique, c'est plus rentable. Ici, il y a un salon d'habitat cette semaine en Martinique, on a eu la semaine dernière, mais d'une manière générale. Bien écoutez, merci, je vous souhaite pas encore un bon Noël et tout bonnet. On a encore un dernier. On a commencé. La semaine prochaine. On va encore faire du bon comptage. Mais on revient tout de suite à l'actualité, puisqu'il est déjà 13h22. Iman News, c'est parti. On va parler de la fin du conflit à EDF. Donc, après 80 jours de grève, à la centrale EDF PEI de Jarry, un accord a été signé entre la direction et la Fédération de l'énergie de la CGT Guadeloupe, mettant fin à ce mouvement social. Donc, un conflit qui a entraîné, on se rappelle, le blackout, entre autres. On va voir un reportage d'Olivier Félix qui nous parle de cet accord.
Je m'en réjouis parce que ce fut un conflit de longue haleine qui a usé les machines et les hommes. Donc je suis contente effectivement qu'on puisse passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la reconstruction. Nous avons une satisfaction puisqu'effectivement nous venons donc de reprendre les travaux donc de négociation. Nous avons pu conclure, ce qui est une très bonne chose pour notre fédération. Cependant, oui, nous avons quelques points de divergence encore, mais qui n'ont pas été de blocage comme on a pu l'entendre notamment sur les congés payés. Nous avons des points significatifs qui sont aujourd'hui crantés dans ce préavis, de ce protocole, pardon, et qui nous permettent donc d'en sortir. C'est une question qu'on va se poser de manière collective, donc je m'y refuse d'y répondre seule. Donc voilà, on verra avec les équipes, les managers, comment est-ce qu'on peut effectivement, la meilleure manière en fait pour pouvoir ressouder notre collectif et remettre en état notre installation. Retour à la normale donc dès demain matin. Et puis pour ce qui concerne donc des suites judiciaires, notamment donc sur des justificatifs de paiement, puisqu'on nous avait dit avoir tout payé. Donc nous pensons que l'intégralité des sommes n'a pas encore été totalement perçue. Nous n'avons pas de justificatif du moins pour pouvoir nous le prouver. Donc nous allons poursuivre sur ce terrain-là. Vas-y, avant-dernier sujet. On fait d'abord, d'accord, ok, je pensais qu'on allait faire la pub, mais c'est ok. On va parler de la SICOA qui, en collaboration avec la mairie de Trois-Rivières, a organisé des rencontres avec les résidents pour discuter des projets de développement local et recueillir les préoccupations des habitants. Une démarche qui vise à renforcer le lien social et à améliorer le cadre de vie. On voit un reportage d'Olivier Félix. Cette réunion a été très cordiale et les interventions des habitants ont été des interventions apaisées, calmes et surtout productives de propositions, ce qui était important pour nous. La gestion de proximité, c'est crucial pour nous et donc nous avons besoin de connaître les habitants et nous avons besoin de connaître aussi leurs suggestions pour nous adapter et pour adapter nos services. Après la réunion du comité de quartier du 9 octobre, il était important de réaliser cette séance de travail en collaboration avec la SICOA. Il en ressort que l'entreprise a déjà commencé à apporter des réponses auprès de la résidence et nous avons insisté cet après-midi sur d'autres réponses qui devront être portées. Donc nous sommes heureux de pouvoir constater que oui, au sein de cette résidence, les habitants sont présents. Il y a certes des problématiques sur lesquelles des réponses sont attendues, mais avec cette volonté, nous allons tous y arriver pour que, au sein de cette résidence, il ait un bien vivre au profit de la population de Trois-Rivières. Voilà, 13h25, c'est la dernière pause avant la dernière séquence. On va retrouver tout à l'heure nos deux derniers invités, Madame Alidor et notre ami chroniqueur de l'eau en toute sauce, j'ai parlé de Isma Ougonia tout de suite. Voilà, c'est la dernière partie du ZCL. On va recevoir Isma Ougonia qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour. Bonjour tout le monde. Une nouvelle. Nous grâce à Dieu. Et on va terminer avec Bounette Alidor, la présidente de l'association AFG. Elle va nous expliquer tout à l'heure ce qui va se passer pour les Africains femmes performantes. Et ça se fera en Angola, mais en juin, on a le temps d'y revenir. Tout de suite, on rappelle des titres rapidement avec Iman News. Oui, on a évoqué la fin du conflit à EDF. On a aussi parlé du renouvellement de l'opération de France Travail qui vise à permettre aux demandeurs d'emploi de se rapprocher des employeurs d'une façon originale à travers le sport. Il était question avec la SICOA et la municipalité de Trois-Rivières de cette rencontre qui permettait de rencontrer les habitants pour pouvoir discuter de projets de développement local. On aura aussi l'occasion de parler du centre social de Chazot qui a organisé un atelier lessive. Donc voilà pour l'actualité. Ok, on va parler un petit peu d'eau. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une petite chronique sur l'eau en toute sauce. Alors, quoi de neuf, Isma, qui j'habite à y? Eh bien, toujours encore plus raide. Encore m'a dit, moi, à casser mon servi. Alors, sinon, on a été interpellé, moi, il y a dit 43% des factures payées en Guadeloupe dans SMGAG. Alors que les points étaient à 23 et en France, c'est à 2%. Alors, on m'a dit, pourquoi parler quoi? Parce que l'ONU même reconnaît que 60 à 70% des monde pas de l'eau en Guadeloupe. Ouais. Et nous connaissons ça bien, non seulement pas de l'eau, mais de l'eau de excessivement mauvaise qualité. Normalement, c'était en matière d'eau, c'est 0% de payer pour tenir. On peut payer assainissement là. Mais en termes
l'eau du robinet qui doit être potable, c'est la loi. Eh bien, il n'est pas potable du tout. Et ça qui est grave dans l'aide de la pas potable, le dernier parlant passé a montré que nous avons 1400 microgrammes d'aluminium dans de l'eau, mais ce n'est pas possible. Donc, sans compter les autres. Donc, à partir du moment que de l'eau pas potable, de l'eau pas payable. Vous pouvez pas dire qu'on a payé assainissement là, mais de l'eau là même, les rivants au robinet, il faut payer. Or, ce qui est grave dans ça, c'est que là, on ne peut pas briller. Les gens disent qu'il n'est pas bon, ou j'ai brillé longtemps. C'est ça qui est grave. Voyons. Donc, les gens disent que nous 43% d'un pays, comme dit nous, une incivilité, mais nous pas ni de l'eau. Non seulement nous pas ni de l'eau, l'eau là qui arrive n'est pas bon. C'est son premier problème qui est très grave. Mais on évoque un deuxième problème, c'est le problème à la SOR. La SOR, c'est une société multinationale française à de l'eau. En France, il y a l'Union tout partout, il y a un Guadeloupe un moment. Il a occupé des pointes noires, et tout presque toute la côte d'Ivoire bouillante, vieux habitants, vieux fort. Et il prend la matin quand il est là. Mais depuis qu'il prend la matin, et en toujours dénoncé ça, il prend une société de Guadeloupe, nos 10. Il y a une toute difficulté et problème, mais jamais ça nous a vu actuellement. Et puis la SOR, qui prend de l'eau là depuis en juillet, 1er juillet, au 19 novembre, il a envoyé nous un courrier pour dire nous que c'est ini de l'eau là. Ini de l'eau là, mais nous pas ni de l'eau. Depuis vous voyez par exemple, on a dit c'est qu'à couper de l'eau, on a dit qu'à voyer un SMS bar, ou bien tout le monde qui savent que couper de l'eau là, couper à porte de télé, quoi organiser, et qu'il dit qu'il reste n'importe télé. La SOR, ils sont multinationales, pour mon information. Il pas mon de l'eau pas ni 2 3 jours 4 jours etc. Et l'aide de la mauvais il pas bon. Eh bien depuis la SOR la RST du interdit consommer de l'eau là à cause de taux aluminium là qui était exorbitant. Il faut pas même brosser dans on y fait manger de l'eau là. Eh bien, c'est pour rien dire, nous, si nous pouvons boire de l'eau, si nous pouvons boire de l'eau. Nous, là, attendre. Parce que vous savez, là, ils mettent une interdiction, il faut faire les contrôles, il faut dire, bon, il y a un délai, dans les 15 jours, il faut dire, de l'eau revient normal, ou quoi, mais c'est pas fait. Pour communication, tous les gens écrivent pas une réponse. Parce que moi, en tant que président de l'association qui a défendu l'usage de l'eau, a interpellé, nous disons comme ça que l'un, nous avons bon, écrit à petit bout, etc., écrit à petit bout. Et par mail, il lui a dit, bon, on va répondre. Jusqu'à présent, nous allons attendre une réponse là. Sinon, il qui est excessivement grave. Ou quoi prendre un service? Quoi prendre, ou venir prendre d'autres usagers? Premier bitin pour Bamoun, il faut un règlement service. Règlement service, ça indispensable. Premier bitin, il dit, bon, on va prendre là, mais nous brisons un règlement là. Pour nous savoir en qui sauce nous allons manger. C'est un bitin qui s'ouvre, qui contrôler, on ne peut pas mettre n'importe quel règlement là. Il peut mettre mi-obligation en moins, mi-obligation à mi-devoir en moins, devoir. Et obligation à c'est baron de l'eau potable, l'eau du robinet, ça, il y a une obligation de résultat. Il faut de l'eau qui arrive à 15 heures la potable. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de l'eau en permanence. Et là, vous ne pouvez pas de l'eau, et SMGAG, il contrainte parce qu'il bat son délégation. Alors, il était point de l'eau, mais dans loi 29 avril 2021, il a dit, SMGAG, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir de non problème, il faut organiser de l'eau, de l'eau en bouteille, de l'eau en butin pour les gens qui sont de résistance, pour obtenir de l'eau pour faire utiliser, traiter, etc. Donc, tout ça, c'était dans un règlement là, mais nous pas de règlement. Et il a dit, là, vous avez un nouveau société, quel que soit mon point de l'eau là, là, vous payez la première facture là, c'est que vous avez d'accord avec le règlement là. Alors, facture là, ça fait, vous voyez, parce que le premier point en juillet, alors, il y a un montant bas, par exemple, 99 €, 90 à payer. En pas ça, moi, pas payer, tout le monde ça, mon cas paye une facture. Facture qui a du mieux ou de passer tant de l'eau, 28 mètres cubes d'eau, 20 mètres cubes d'eau, ou quoi, il a coûté tant, etc. Mais il n'y a pas une facture, un montant. Et à d'un bitin là, comme c'est par Internet, il ne veut pas dépenser l'argent pour papier. Donc, il a dit comme ça, ouais, si vous voulez facture là, vous pouvez plier, c'est ça, et que vous voyez un numéro code bas, vous regardez. Vous pouvez aller, chaque fois que vous regardez, vous ne recevez pas un numéro code. Donc, ça fait 50 fois. Donc, nous avons une volonté de pas une transparence. De faire un pays, ça ne pas correspondre à rien. Nous avons payé une facture d'eau. Et facture là, il est lisible. Ouais. Oh, mais il a proposé, si par d'après où il a fait, mais il a contrôlé, il a envoyé, il a dû cliquer là, il a envoyé un code barre, mais il n'a pas envoyé un code, donc il ne peut pas garder facture, en réalité, pas une facture. Alors, mais en cas de ça, ils sont bien,
Ça n'a pas comme ça qu'on a fonctionné. C'est pourquoi nous avons préparé une mobilisation pour ces messieurs respecter le monde. Parce que c'est ça, nous manque de respect. Mais dans un pays là aussi, hein, ils savent bien que on ne peut pas demander à un monde qui n'a pas ni de l'eau, payer de l'eau. Dans des zones où on n'a pas ni de l'eau. Et c'est Macron qui te dit, c'est Macron qui te dit comme ça. On ne peut pas demander si on n'a pas de l'eau régulièrement là, de payer de l'eau. Mais deuxièmement, et de l'eau n'est pas bon là. Parce que non seulement il n'est pas bon, mais il a causé maladie, Simon. Donc, l'eau, par précaution, on ne peut pas prendre l'eau. Donc, encore ça, c'est très important. Nous avons insisté sur ça, mais nous avons trouvé inadmissible que vous tirez de l'eau en main des Guadeloupéens, vous mettez un multinational, et le multinational là, service là longtemps plus mauvais. Alors, vous avez dit son marché. Mais le marché là, pas pour nous commander moins cher là pour point. Il faut regarder, est-ce que mon là commander moins cher là, est-ce que ça est un service de qualité? Parce qu'il n'y a pas seulement il a baissé prix là, mais est-ce que service là? Donc, SMGAG doit être quand même inquiété, parce que comme la sort en Guadeloupe, elle regarde comment il a fait. Et comprenons, son société qui l'a. Donc, tu peux regarder qui a traité mon aboudien, qui a traité mon Pointe-Noire. Est-ce que vous savez qu'il a fait de l'eau à mon? Tout le monde qui a interdit, il ne doit faire ça. Il a fait de l'eau à mon, si on n'a pas satisfait, etc. Pas ni pour enquête de satisfaction pour dire, bon, mais en société qui l'a, mon public l'a satisfait. Quoi, le problème là? Donc, avant de bailler marché là, en cas de ces messieurs irresponsables, il doit regarder qui passait à l'entreprise à ça, qui a fonctionné en Guadeloupe, qui service quand même en Guadeloupe. Il y a une baille marché là parce qu'il a commandé moins cher. Alors, tu peux quand même poser une petite question. Il a changé le président à la SMAJ. C'est ancien président, le siècle qu'il a. Est-ce que ça. Ou j'ai senti un changement? Non, justement, il dit qu'un commandé, il dit qu'on trompe, qu'il résout ça en quelques temps d'abord. Oui, c'est ça. Mais ici, il coulait le. Il n'a pas payé le siècle. Oui, c'est Louis qui l'a. Alors, Louis, où ça en réalité? Président là. Si on l'ouvre avant d'Haïti, il peut voyager en France, mais on ne m'a pas lu de rien, président là. Parce que bien sûr, sur le plan technique, c'est directeur là, directeur général là, c'est une connaissance, c'est ingénieur, etc. Et sur le plan politique, sur le plan de la décision, c'est le conseil syndical à SMGAG qui a décidé à la président là. Et ça qui est grave aussi, pour nous connaître ça, c'est que non seulement que ce conseil, de par la loi, son loi, ils mettent ça en place. Ce conseil syndical qui a pris des souverainement. Eh bien, c'est mais c'est accepté, une sorte de commission, un comité de surveillance, enfin, uni préfet là, et Jalus, d'un degré monde. Et ils mettent une structure qui n'est pas exercice légal, mais qui ont un lait à comité syndical là, parce que c'est messieurs qui ont cause de comité. Alors, une seule structure unie de contrôle, c'est un comité de surveillance, commission de surveillance, c'est légalement. Mais ça, ils mettent là, et puis Jalus, l'OSBA, préfet là, etc. Ça n'a pas d'existence légale. Or, ce deux comités de suivi, c'est eux qui ont un coup d'œil, etc. Donc, forcément, là aussi, même là où nous avons responsabilité, il faut faire respecter la responsabilité. C'est conseil, comité syndical là qui nie. Comité syndical là, c'est une responsabilité par la loi à de l'eau là. C'est eux qui ont nommé président là, c'est eux qui ont nommé directeur, qui ont nommé qualité. Alors, donc, c'est très important pour nous comprendre ça. Alors, sans que demander. Puisque nous, en bout de l'année là, prochaine mission qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire un petit bilan, l'année de l'eau là? Absolument. Le président a un bilan complet pour voir l'année. Ce qui est grave, Yannick, c'est qu'on n'a pas qu'à comprendre. Depuis 2009, le problème l'a posé, avant le problème là, mais 2009, dans le mouvement LKP, là, ça posait clairement. Or, ce bouc là pas fait rien, ça qui, situation là dégradée. En l'espace de comme 24, 25 ans, il y a une plus mauvais qu'il était avant. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bien. Alors, on se retourne vers Madame Alidor. Chaque fois, je dis Juliana, c'est Juliana. Oui, ça fait ça sur le vidéo. D'abord, deux petits mots quand même sur la nouveauté, que je n'ai pas encore lu. La lumière jaillit. Oui. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. C'est tout chaud, c'est sorti ce mois-ci. La lumière me brûle les doigts. Bon, c'est sorti ce mois-ci. Il faudra qu'on en parle. Et puis avant, il y avait. Il y avait au comble de l'Ascension, l'histoire se déroule au Népal, en Asie. Ça fait combien de romans? Combien de romans? À peu près 13. 13 déjà. Tu le sais qu'il y a le salon du livre bientôt à Pointe-à-Pitre. Ah bon? Bien sûr que tu seras là cette année. Je le saurai. Tu le sauras. Bon, on faisait le 14 ans, je crois. Si je ne me trompe pas,
et après, il y a une autre manifestation. Bien, alors, on va parler aujourd'hui de Africa Femmes performantes. Oui, performantes, puisqu'il y a eu l'Assemblée Générale qui a eu lieu à Sainte-Rose au mois de novembre. Oui, le 30 novembre. Le 30 novembre, c'était ça? Samedi. Oui, samedi. Samedi. Oui. Alors. Et donc, il s'agissait pour nous de mettre de l'ordre, justement, dans l'association. Et dans des ordres? Au sein... Bon, c'était pas des ordres. Ah non, mais là, il faut mettre de l'ordre avec des unions des ordres, parce que les unions qui parlent en créole, ils sont bons des ordres. On des ordres qui font l'ordre. Bon, d'accord. Eh bien voilà, c'est des ordres qui fait l'ordre là, justement. On a mis en place les personnes, les différents membres qui sont responsables maintenant de différentes missions. Il y avait des missions qui étaient défaillantes. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de mettre de l'ordre. Ouais, donc, on a reformaté et tout est rentré dans l'ordre. Tout le monde était content de cette assemblée parce qu'il paraît que c'était une très belle assemblée. Tout le monde était satisfait justement du budget qu'on a présenté vraiment avec beaucoup de sincérité. Et donc, voilà, c'était bien. Tout va bien? Tout va bien. Bon, alors, donc ça veut dire que, alors, entre-temps, il y a eu un voyage à Miami? Entre-temps, moi, je suis partie justement la semaine avant. Je suis partie à Miami rencontrer la présidente internationale et d'autres personnes qui sortaient de peu partout, de l'Afrique, des États-Unis, du Canada et de Bahamas pour pouvoir préparer ce départ de reconnexion qui est prévu pour le 12 juin. Un congrès justement qui se fera au cours de ce voyage du 12 juin au 20 juin. Et donc, et ça se fera en Angola? Alors justement, on va débarquer en Angola. Pourquoi l'Angola? Puisqu'au départ, on a beaucoup hésité sur plusieurs pays. Parce qu'en Angola, on peut y entrer sans avoir à présenter de visa. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? Eh bien oui, c'est ça. Puisque ce sont des pays... citoyens de l'Angola ou quoi? Non. Ce sont des pays qui travaillent énormément pour faciliter la reconnexion, justement, des afro-descendants avec... diaspora. Ah oui, voilà, des afro-descendants avec l'Afrique. Donc, ils mettent en place certaines choses qui permettent d'avancer facilement et vite. Donc, on va débarquer en Angola et le 17e congrès se fera en Angola pendant une semaine. Et par la suite, maintenant, on va visiter d'autres pays tels le Cameroun, le Togo, oui. le Gabon. Oui. Et voilà. Et quelle va être la thématique alors? C'est reconnexion, tu disais? Ah oui, c'est le grand thème, c'est le voyage de reconnexion entre les afro-descendants et l'Afrique. Business et coopération, reconnexion, exploration. Tout à fait, parce qu'effectivement, Africa Femmes Performantes, c'est une association qui est basée justement sur le thème de l'aide. Il y a des gens qui n'aiment pas le terme aide, mais c'est ça, c'est de l'aide aux entrepreneurs pour aller vers le commerce dans le monde, et surtout l'Amérique. Voilà. Et donc là, elles vont partir, et je dirais ils, puisqu'il y a des hommes qui nous rejoignent. Il y a des hommes quand même. Oui, on les accepte. Parce que ça s'appelle Africa Femmes. Femmes, oui, et ça a été mis en place pour les femmes. Mais il y a des hommes qui viennent aussi parce qu'ils se sentent bien. D'accord. Donc là, ils vont partir avec leurs produits. Et nous allons mettre en place ce qu'on appelle la maison de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on va faire un grand stand qui va accueillir tous les entrepreneurs qui sont arrivés, justement, les entrepreneurs de Africa Femmes Performantes Guadeloupe. Et ils vont installer leurs produits, et donc de telle sorte que l'on ait l'impression qu'on dise, mais voilà la Guadeloupe. Et donc, ça sera la maison de la Guadeloupe. Et donc, avec le goka, tout ce qui caractérise... Même de la musique tout ce qui caractérise la Guadeloupe. Le carnaval. Oui. Ah bon, mais c'est un gros bidé même, alors. Normalement. Combien de personnes sont prévues à peu près? Alors, moi, je dis que je ne veux pas partir avec trop d'entrepreneurs, parce qu'il faut pouvoir gérer ces personnes et gérer tout ce qui se fait. Donc, pour l'instant, justement, cette semaine, la semaine prochaine, là, on va faire une réunion pour savoir exactement quelles sont les personnes qui prennent part au voyage. Et donc, j'espère avoir une dizaine d'entrepreneurs, pas plus.
Une dizaine d'entrepreneurs. Et combien de membres de Africa Femmes, nous? Ah, ben beaucoup, parce que tous ceux qui font partie du bureau déjà prennent part au voyage, et d'autres qui ne sont pas entrepreneurs et qui sont là, effectivement, pour nous aider, pour faire les choses, pour faire avancer les choses, se sont déjà désignés pour prendre part au voyage. Donc, je pense qu'on sera une vingtaine, trentaine, je dirais. Mais si, par exemple, quelqu'un qui entend aujourd'hui dit « Ah, moi, ça m'intéresserait d'aller en Angola ». Oui. Alors, qu'est-ce dès que la personne adhère à l'association. Ah, il faut adhérer à l'association. Ah, ben oui. Ah, si on veut y aller, il faut que j'adhère à l'association. Ah, ben oui, mais c'est moi qui suis... Non, mais je suis présidente de l'association. Oui. Je suis responsable de toi en tant que présidente de l'association. Il faut que tu fasses partie de mon association. Ah, ok. D'accord. Bien, alors... Et d'après ce que j'ai compris, ça se passera dans la capitale de l'Angola? Oui. Oui. À Luanda. C'est Luanda. Luanda. Voilà. Le rendez-vous des peuples d'ascendance africaine, ça, pendant une semaine. Oui. Et le départ se fait, j'imagine, on est obligé de passer par Paris pour aller là? Oui. Oui, il n'y a pas encore de vol direct pour l'Afrique? Non. Il faut faire escale à Paris et puis prendre le départ pour l'Afrique. D'accord. Oui. Bon. Et donc 10 chefs d'entreprise qui sont prévus. Mais comment ils vont être recrutés, ces chefs d'entreprise? Mais ce sont eux qui se proposent. Au niveau de leur projet? Voilà, ils doivent me présenter un projet parce qu'ils doivent savoir pourquoi ils font ce voyage. Oui. Ce n'est pas un voyage pour aller en promenade, c'est un voyage quand même qui repose sur un projet. Alors je pars je pars en Afrique pour... j'attends du voyage telle chose. Par exemple, j'attends de trouver... de la main-d'œuvre, à un prix plus intéressant. Ça, c'est ce que tu attends. Mais il faut savoir ce que toi, tu apportes. Donc, c'est un échange, c'est un partage. Mais oui, mais alors, il y a quelque chose qui a dit, l'Angola ne demande pas de visa pour venir en Angola. Oui. Mais l'inverse n'est pas vrai. Oui, je suis un Angolais venu en Guadeloupe, malheureusement. Mais on a vécu ça en mai, lors du 16e congrès qui s'est déroulé en mai. Oui. On attendait 200 personnes à peu près, mais on en a eu une trentaine. Parce que ces gens-là n'ont pas eu leur visa. C'est incroyable. Et ils se sont battus pour avoir leur visa. Et ceux qui sont venus, parfois ils ont payé 3 fois le même visa. 3 fois le même visa? Eh bien oui, parce qu'une première fois, mais c'était pas bon, il faut recommencer, il faut payer pour refaire la demande et chaque fois. Et puis on les oblige à voyager sur une compagnie précise alors qu'ils avaient déjà payé leur billet sur une autre compagnie. Et oui, c'était ça. Hein? Donc l'inverse n'est pas vrai. Donc, je suis d'accord avec toi. Ce sera plutôt dans le sens Guadeloupe-Angola que dans le sens Angola-Guadeloupe. Oui. Ouais. Mais ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Nous, comme une indépendants, je ne peux pas passer par la force. Il faut y croire. Il faut y croire. Moi, j'y crois. Vous croyez quoi aussi, Ismaël, quand même? C'est combat, moi. C'est combat. Ça qui est arrivé. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais gars, ils ont renversé le gouvernement. À Macron là. Voilà. et c'est pas fini. Mais il faut une première fois. Oui. Et donc c'est pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas justement que quelque chose se fasse une première fois parce que ça crée, le terme m'échappe, mais ça crée un précédent. Oui, c'est un précédent. Ouais. Donc ok, donc, ça veut dire qu'on aura l'occasion de te revoir avant le 12. Avant le 12, si tu m'acceptes, si tu m'invites, je serai là. Je serai là pour donner justement l'avancée. Combien de fois tu as demandé à venir et que j'ai dit non? Jamais. Ah, bon, nous parler quand il continue. Jamais. Ok. Donc, de toute façon, tu viendras pour parler de ton bouquin? Oui, je viendrai avec mon éditeur, parce que c'est un éditeur. Je suis maintenant, c'est une maison d'édition guadeloupéenne. Ah bon, West Indies et livres. Voilà. Et donc, le premier livre de West Indies? Oui, voilà. Et donc, il viendra pour présenter. Je suis la marraine. Oui. Il viendra pour présenter sa maison d'édition et parler de la philosophie de sa maison d'édition. Pas de problème. Ouais. Ok. Julénia. Oui. Bon, je te salue. Bon, mais merci. Un dernier sujet très rapidement, Iman, avant de nous partir. On va parler de l'atelier de fabrication de lessive organisé par le Centre social de Chazot. C'était une pratique qui permet d'encourager des pratiques écologiques et économiques tout en sensibilisant les participants à l'importance de la consommation responsable. On voit un reportage de Solène Fèvre qui nous parle de cette belle initiative.
Aujourd'hui, on fait un atelier autour de la lessive liquide. Donc, on va utiliser des produits naturels comme le savon de Marseille et on va apprendre à utiliser ces produits pour pouvoir réaliser une lessive qui soit économique et écologique. J'aime bien le naturel et aujourd'hui, il y a un atelier pour apprendre à faire le savon. Alors, je suis venue à cet atelier, oui. Et ça m'intéresse beaucoup d'apprendre un peu plus, d'évoluer un petit peu plus sur le naturel. Madame nous a préparé les produits, les différentes compositions et tous les ingrédients. Donc avec ceci, on va suivre ces recommandations et pour les mettre en pratique, voilà. J'ai vu que vous allez repartir du coup avec la petite recette, donc ça veut dire qu'après chez vous... On a le petit contenant pour pouvoir mettre notre produit et pour après mettre en pratique chez nous. Il faut savoir que le laboratoire Feuille au Pays, qui est l'entreprise que j'ai créée, organise déjà pas mal d'ateliers. Donc on fait des ateliers autour des plantes à visée cosmétique. Donc on va faire des gels, des crèmes, des baumes, en fait toutes sortes de produits. On fait attention à l'environnement puisque je pense qu'à l'heure actuelle où la vie non seulement devient chère et en plus la planète est de plus en plus meurtrie, il faut vraiment qu'on prenne conscience et qu'on prenne des habitudes à permettre de pouvoir préserver la terre sur laquelle on vit, tout simplement. Il y a des ateliers pour animer que ce soit pour les fêtes de Noël ou autres ateliers couture, ou tout ce qui est pour les aliments et tout ce qu'on fait, les plantes et tout, on apprend pas mal de choses, on évolue et on sort beaucoup avec les dames, elles sont très sympas. C'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Jacques Dancale et Olivier Lancien, nos deux amis confrères journalistes. Avec eux, on fait le boucantage médiatique du vendredi. On a parlé de l'actualité, bien sûr. On a aussi reçu Ismar, qui est revenu avec plaisir pour nous parler un petit peu des difficultés des factures impayées. 43%, mais ça tout à fait normal, parce que de l'eau là pas bon, et le calcul là pas bon, et de l'eau là pas arrivé. Et Monette aussi est venu, retour de Miami, et avec son livre, Et la lumière jaillit. On va savoir de quoi il s'agit d'ici quelque temps, et elle reviendra avec son éditeur. Et on a parlé aussi de ce voyage en Angola en juin, aussi point de 6 mois à l'avance. Hein. Donc, un voyage important visiblement pour l'association des femmes performantes, mais des hommes peuvent être dans l'association. Oui. Ben, bienvenue. On a toujours besoin d'hommes. Hein. On a toujours besoin d'hommes, c'est vrai. Rappel des titres rapidement, Imad News. Oui, on a parlé de la fin du conflit à EDF, donc protocole d'accord qui a été signé. On a aussi parlé de cette opération organisée par France Travail du stade vers l'emploi pour réunir les employeurs et les demandeurs d'emploi à travers le sport. Il était question avec la SICOA et la municipalité de Trois-Rivières d'une rencontre avec les habitants. Et on vient de terminer sur l'atelier lessive organisé par le centre social de Chazot. Voilà, c'est fini. Bon week-end à vous. Sur les routes, faites attention comme toujours. Noël Gavin, je dis ça. Là, on va prendre la route, pas de la route. Voilà. Et merci d'être avec nous du lundi au vendredi. Et on se retrouve le début de la semaine prochaine pour une nouvelle série avant Noël. Et on n'a pas encore parlé du gala, mais on va en reparler à la fin de la semaine prochaine. Voilà. Ciao, bye bye. Merci. Au revoir. La prochaine fois, je viendrai avec...